Je m'appelle Gérald Vaughan. Il y a un an, ma vie a explosé en un chaos inouï, détruisant tout ce que j'avais chéri jusque-là. Ce n'était pas une simple explosion accidentelle. C'était l'effondrement minutieusement orchestré que j'avais moi-même déclenché. J'avais planifié cette chute, puis je m'étais retiré, laissant derrière moi une soixantaine d'alliés dans la tromperie, dont, avec un amer ironie, ma propre épouse. Il y avait une étrange excitation, presque morbide, à voir tout s'écrouler, disparaître, elle y compris. Avant ce désastre, j'ignorais tout du drame qui nous guettait. J'étais cet époux comblé, fou amoureux, savourant avec délice ces 5 années de mariage. Nous avions une maison chaleureuse, des amis et des voisins proches, des carrières qui nous épanouissaient et des familles unies. Notre avenir s'annonçait serein, renforcé par la stabilité financière. Et pourtant, le destin a pris une tournure inopinée. J'aimerais pouvoir tout relier par un fil logique, mais la vérité s'avère encore insaisissable. Vanessa, ma tendre idylle d'université, si douce, affectueuse et fidèle, du moins le croyais-je, ne m'avait jamais donné la moindre raison de douter. Aucun signe de regard fuyant, aucune attention déplacée, rien qui puisse réveiller la moindre suspicion. Jamais je n'avais remis en question sa loyauté. Pour ma part, je travaillais dans un laboratoire de recherche et d'ingénierie de haute technologie, spécialisé dans l'électronique de pointe pour des clients aussi prestigieux que la NASA ou l'armée, que nous surnommons fièrement le QG des geeks. Il y a une ironie singulière dans notre façon de vivre. Plongés dans des énigmes complexes au travail, nous choisissons la simplicité authentique pour notre vie de famille. Nous n'avons jamais usé de masques élaborés, car l'art de la duperie nous échappe. Certes, certains diront que nos manières paraissent puériles, mais nous adorons les blagues un peu ringardes, les citations obscures de films et de livres, et nous nous perdons volontiers dans les détails insignifiants. Pour nous, l'honnêteté n'est pas une simple vertu, c'est le socle de notre réputation et de notre existence. Les geeks ne mentent pas, car la crédibilité est primordiale, tant dans nos relations personnelles que professionnelles. D'un autre côté, Vanessa s'épanouissait dans le monde impitoyable de la finance chez Thomson Thompson, un colosse dans le financement de grands projets de construction sur la côte atlantique. Même si l'entreprise jouissait d'une solide réputation, j'étais sans cesse surpris par les origines de nombre de ses employés. Ces gens savaient manier les chiffres et élaborer des tableaux Excel, mais rares étaient ceux qui possédaient l'excellence académique à laquelle je m'étais attendu. Leurs conversations me faisaient souvent sentir comme un paria au lycée. Je me souviens d'un incident des plus insignifiants et pourtant révélateur. Lorsque Vanessa et moi avions baptisé nos 2 chatons Oscar et Nat, un collègue de son bureau avait suggéré des noms inspirés par des figures bien plus célèbres. Ce petit détail avait creusé l'abîme entre nos mondes, où le statut et la conformité régnaient en maître, me reléguant en éternel marginal. Les collègues de Vanessa évoluaient dans un univers de finance, où chaque transaction était minutieusement examinée et où l'ambition personnelle semblait primer sur une véritable intégrité. Mon malaise envers eux grandissait au fil du temps, surtout lors de ces soirées de fin d'année, ces fêtes de bureau organisées au Marriott local. Dans ce brouhaha indistinct de voix mêlées et de verres tintants, j'avais du mal à différencier collègues et conjoints. Je me rappelle distinctement avoir entendu une femme parler de son mari de travail d'un ton désinvolte, une évidence criante des alliances transactionnelles qui régissaient le cercle professionnel de Vanessa, éphémère et sans engagement véritable. Je ne nourrissais aucune hostilité ouverte envers eux, mais ces instants érodèrent progressivement toute bienveillance en moi. Puis vint un commentaire glaçant qui me transperça l'âme. J'avais envie de me retourner et de désigner la voix qu'il avait prononcée, mais une force intérieure me calma. « Arrête, écoute, ne réagis pas, passe inaperçu », murmurait mon esprit. « Nous avons la semaine prochaine de libre. Le vendredi, je trouvais un havre chez Brandon et Tiffany. Le lundi, je me réfugiais dans ce même hôtel, incapable de supporter le silence de notre demeure. Pendant ce temps, Vanessa se plaignait de se sentir délaissée, et l'atmosphère entre nous se glaçait de silence et de non-dits lourds d'accusations. J'avais même fini par m'installer dans la chambre d'amis, partant chaque matin à l'aube afin de créer une distance entre nous. Peut-être percevait-elle ce fossé, ou s'abandonnait-elle simplement à mes excuses à peine convaincantes. Quoi qu'il en fût, rien n'arrêta ses déjeuners réguliers du mercredi avec son mari de travail. Au contraire, ses rendez-vous semblaient s'allonger avec le temps.
Il devint alors immanquable que l'infidélité dans l'univers de Vanessa n'était pas l'exception, mais la règle. Un grand nombre de ses collègues, surtout ceux occupant des postes supérieurs, étaient engagés dans des liaisons extra-conjugales. La corruption partait du sommet et se diffusait dans toute l'entreprise. À force de revoir inlassablement les vidéos, une douleur encore plus vive me transperça. Mon nom n'apparaissait jamais. Personne ne parlait de moi, comme si j'étais invisible. Ce qui me blessait le plus, c'était de la voir porter fièrement ses alliances durant chaque rencontre illicite. Un constat silencieux et cruel de son indifférence envers notre serment. J'étais relégué au rang de spectre, une présence effacée dans sa double vie. Même s'il y avait parfois des éclats de tendresse entre elle et Martin, tout cela semblait creux, dépourvu de la substance d'un amour véritable. Le moment décisif fut celui où, dans le hall de l'hôtel, je les vis défiler ensemble, son bras passant machinalement autour de sa taille, alors qu'ils se dirigeaient vers leur secret rendez-vous. Ce fut la confirmation fatale. Notre mariage avait définitivement cessé d'exister. Je n'étais plus préparé à entendre des excuses ou à observer des larmes de repentance. L'idée que tout cela ne fût qu'un passager léger était répugnante. Plusieurs affaires séparées avaient anéanti toute illusion de loyauté. Tandis que mon avocat finalisait les formalités du divorce, Caleb orchestra la suite de l'opération. À exactement 10 heures ce lundi fatidique, l'huissier distribua les papiers de divorce à Vanessa, à Martin Harris et même au PDG de la firme. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages, mais je les ignorais pour me concentrer sur les preuves inscrites devant moi. Une vidéo de 40 minutes qui déchira mon âme à chaque seconde. Chaque sourire, chaque éclat de rire partagé entre Vanessa et Martin confirmait l'inévitable. Notre union était brisée pour toujours. Dans le silence lourd qui suivit la fin de la vidéo, je me tournai vers Tiffany et, d'une voix brisée, demandai « Combien de temps devrais-je porter ce fardeau avant d'agir ?» Elle secoua la tête, m'enlaça en silence, puis se mit à préparer le dîner sans un mot. Brandon, avocat pragmatique et pilier de ma raison, me soutint de toutes ses forces, tandis que Tiffany, dotée de l'esprit analytique aigu d'une enseignante passionnée, nous guida dans de longues discussions stratégiques durant ce week-end. Ensemble, nous élaborâmes un plan précis, diviser le bureau de Vanessa en 2 factions, la direction et les collaborateurs intimes, et exposer environ 10 personnes ainsi que leurs conjoints aux répercussions de leurs actes. Mon objectif n'était pas simplement la vengeance, mais de démanteler l'ensemble du réseau pernicieux qui permettait à ma femme de mener sa double vie. Les autres employés ressentiraient les remous, mais en limitant les coûts, nous pourrions concentrer nos efforts. Caleb installerait des caméras discrètes dans les bureaux de la direction et du groupe choisi, tandis que passe discrètement par le hall, ces autres seraient également surveillés. Une femme avait alors lancé, avec nonchalance, « Je suppose qu'on va se débrouiller sans traverser la rue », tandis qu'une autre riait, ajoutant « Ou bien vous pouvez toujours inventer une petite urgence de compte ». Leurs rires s'intensifièrent, tandis que je restais figé, tentant d'en déchiffrer le sens derrière l'expression « traverser la rue ». Était-il en train de laisser entendre une future obligation professionnelle lors d'une soirée, ou y avait-il un message caché? Lorsque le dossier de divorce serait déposé, chaque détail de leur adultère serait révélé en salle d'audience. Ce week-end, en proie à des doutes incessants, je repassais en boucle chaque interaction, chaque mouvement qui aurait pu révéler le secret de Vanessa. Pourtant, elle demeurait toujours soutenante, attentive aux histoires de mon travail, jamais prête à dévoiler la moindre parcelle de sa vie cachée. Pourrait-elle vraiment concilier 2 mondes si diamétralement opposés, sans éprouver la moindre once de remords? Je repensais à cette étrange mention de « femme » qui était désormais le symbole d'une trahison, une alerte silencieuse qui prouvait qu'elle savait pertinemment jusqu'où elle allait. Je ne parvenais pas à concevoir qu'une personne puisse entretenir une telle duplicité sans finir par se briser. Et puis la pensée glaçante m'effleura. En m'éloignant de la ville, je l'avais peut-être inconsciemment autorisée, avec son mari de travail, à transformer notre maison en repère secret. La colère bouillonnait en moi, mais je compris rapidement que ruminer sur ce point ne changerait rien. Dans l'ensemble, j'avais déjà pris ma décision. Quoi qu'il advienne, je divorcerais, et toute nouvelle trahison ne ferait qu'enfoncer le clou. Avec ce plan en tête, je me résolus pour affronter ce qui venait et repartis dimanche soir. Afin de limiter les dépenses, nous choisîmes de ne filmer que les rares moments clés,
concentrant la surveillance sur Vanessa et M. Harris, tout en réduisant le nombre de locations de chambres. Pourtant, au fond de moi, il fallait une preuve irréfutable, excluant toute marge de doute. Et, en 2 semaines de supplice, cette preuve fut acquise. Certains argueront qu'un seul cas d'infidélité devait déjà suffire pour condamner un mariage. Et peut-être auraient-ils raison. Mais ma soif de justice allait bien au-delà de Vanessa et de Martin Harris. Je voulais exposer chacun de ceux qui, dans cet environnement, avaient fermé les yeux sur la trahison. Ce réseau de complicité, soigneusement maquillé sous des rituels hebdomadaires, devait être démantelé entièrement. Même si nous n'attrapâmes pas chaque rencontre, l'essentiel avait été recueilli. Alors que je me réfugiais de plus en plus dans le travail, fuyant chaque soir l'amertume du foyer, je créais des excuses de dernière minute pour justifier mes escapades. Des voyages à Wallops le jeudi, des nuitées dans un hôtel le lundi et des soirées chez Brandon et Tiffany le vendredi. Entre-temps, Vanessa se plaignait de se sentir délaissée, et peu à peu, notre relation se refroidissait, s'exprimant dans des dîners silencieux et des regards fuyants chargés d'accusations non dites. J'avais même fini par occuper la chambre d'amis, me retirant chaque matin pour échapper à ce rappel constant de notre passé. Peut-être percevait-elle cette distance, ou peut-être se complaisait-elle dans mes excuses pédantes. Quoi qu'il en fût, rien n'empêchait la poursuite de ses déjeuners réguliers avec son mari de travail, et ses rencontres ne cessèrent de s'allonger avec le temps. Face à cette situation, il devint indubitable que l'infidélité au sein du bureau de Vanessa était un phénomène systémique. De nombreux cadres supérieurs étaient impliqués dans des liaisons extra-conjugales, la corruption s'enracinant dès le sommet de l'entreprise. À force de visionner ces enregistrements, une douleur plus vive encore s'installa en moi. Je n'étais jamais mentionné, invisible dans le récit de leur trahison. Voir Vanessa porter ses alliances à chaque rencontre devenait le symbole de son indifférence envers nos promesses. J'étais relégué au rang de spectateur, une ombre dans la scène de son adultère. Même lorsque des moments de tendresse paraissaient subsister entre elle et Martin, ils étaient vides, sans la profondeur d'un véritable amour. Et lorsque je les vis déambuler, bras enlacés dans le hall de l'hôtel, l'image me confirma que notre mariage était irrémédiablement terminé. Décidé à ne plus tolérer cette trahison, je pris enfin la décision définitive. Mon avocat, s'occupant de finaliser le divorce, et Caleb, assurant la collecte des preuves, mirent en place la dernière phase de notre opération. L'appréhension me hantait, même si je tentais de la chasser en me disant que j'avais épousé Vanessa pour une raison bien précise. Quoi qu'il laisse entendre ne pouvait être si grave. J'écartai ces pensées dérangeantes et repris ma place dans la fête. Pendant 3 longues semaines, cette conversation ne trouva qu'une résonance lointaine dans mon esprit. À exactement 10 heures d'un lundi qui restera gravé dans ma mémoire, l'huissier délivra les papiers de divorce à Vanessa, à Martin Harris et même au PDG de Thomson Thompson. Dans l'heure qui suivit, mon téléphone vibra sans relâche, mais je m'en fis, focalisé sur l'écran, affichant cette vidéo de 40 minutes, preuve irréfutable de l'adultère de ma femme. Chaque seconde, chaque sourire et chaque éclat de rire partagé entre Vanessa et Martin scellait définitivement la fin de notre union. Dans ce silence pesant, après le visionnage, je me tournai vers Tiffany, la voix brisée. « Combien de temps dois-je endurer cette douleur ?» Elle secoua la tête, m'enlaça en silence, puis retourna à la préparation du dîner. Brandon, avec toute sa sagacité d'avocat, ainsi que Tiffany, à l'esprit vif d'enseignante scientifique, m'aidèrent à concevoir la suite. J'appelai Caleb pour lui exposer ma vision. Démanteler le cercle intime de Vanessa dans le bureau en le scindant en 2 groupes, la direction et un groupe restreint d'environ 10 complices, afin d'exposer chacun d'eux aux conséquences de leurs actes. Ce n'était pas seulement une question de vengeance personnelle, mais de faire tomber tout ce réseau de duplicité. Chaque employé impliqué dans ce système complice devrait en payer le prix, et je n'avais pas l'intention de ménager mes efforts. Alors que je repassais en boucle toutes les interactions de ces derniers temps, je me demandais si j'avais manqué le moindre avertissement. Vanessa avait toujours été là, dévouée quand je parlais de mon travail, ne laissant jamais transparaître aucune ombre d'un autre côté. Pourrait-elle vraiment dissimuler une double vie aussi parfaitement ? Je repensais à cette remarque inadaptée sur l'épouse, qui désormais prenait tout son sens. Je ne pouvais imaginer comment quelqu'un pouvait mener une existence de mensonges
sans finir par se briser sous le poids de la culpabilité. Et soudain, la pensée glaçante surgit. En m'éloignant, je lui avais peut-être inconsciemment permis d'utiliser notre maison comme lieu de rendez-vous secret. La colère monta en moi, mais je savais que s'en attarder serait vain. Au bout du compte, j'avais décidé, peu importe les trahisons futures, je divorcerai sans hésitation. Ce dimanche soir, je repris la route, portant en moi la détermination de récupérer ce qui m'appartenait. Nous avions soigneusement réduit au minimum le nombre de locations de chambres, filmant uniquement l'essentiel, les rencontres de Vanessa et de M. Harris, afin de préserver nos ressources. Pourtant, pour moi, rien ne valait une preuve irréfutable, une archive qui ne laisserait aucune place au doute. Et en seulement 2 semaines de supplice, j'obtins cette preuve. Certes, certains diront qu'un seul incident d'infidélité aurait dû suffire à rompre notre lien. Et peut-être aurait-il raison. Mais ma soif de justice n'était pas limitée à Vanessa ou à Martin Harris. Je voulais que chaque complice dans ce bureau sente le poids de leur trahison. Leur routine, leurs rencontres hebdomadaires dans cet hôtel de l'autre côté de la rue, tout cela avait été minutieusement enregistré. Je me suis alors enfermé toujours davantage dans mon travail, fuyant chaque soir l'ombre de notre maison désertée. J'inventais des urgences à la dernière minute pour justifier mes absences. Des voyages à Wallops, des nuits passées dans un hôtel, tout cela pour échapper aux souvenirs douloureux. Vanessa, quant à elle, se plaignait de se sentir abandonnée, et notre relation se refroidissait inexorablement, ponctuée par des dîners silencieux et un malaise palpable. Je m'étais même installé dans la chambre d'amis, m'éloignant chaque matin pour échapper à cet écho de notre passé. Peut-être sentait-elle la distance, peut-être se contentait-elle de mes explications bidons, mais rien n'arrêtait ses déjeuners réguliers avec son mari de travail. Au contraire, ces rencontres devenaient chaque semaine un peu plus longues, un peu plus révélatrices. Il devint alors évident que l'infidélité dans le milieu de Vanessa ne relevait pas d'un cas isolé, mais d'un comportement systémique. Un nombre alarmant de cadres supérieurs étaient embourbés dans des affaires extra-conjugales, la corruption partant du sommet et s'insinuant partout. En revoyant encore et encore ces enregistrements, une douleur plus insidieuse m'assaillit. Mon nom n'était jamais évoqué, je n'existais pas pour eux. Puis un vendredi soir, alors que je montais les escaliers bordés de tapis de notre sous-sol, j'entendis la voix de Vanessa résonner depuis l'étage. « D'accord, je m'en charge. C'est à ça que servent les épouses, non ?» dit-elle en glissant une note d'humour. « Épouse ?» Le mot me semblait soudain étranger, et je ne pus m'empêcher de demander « Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?» Juste au moment où je contournais le coin, je vis qu'elle terminait un appel téléphonique. Mais ce qui me transperçait réellement, c'était de la voir, lors de chacune de ces rencontres, exhiber fièrement ses alliances. Un symbole glaçant de son mépris pour nos vœux. J'étais invisible. Même les rares signes de tendresse entre elle et Martin semblaient creux, ne contenant aucune véritable chaleur humaine. La dernière gifle fut de les voir, bras enlacés, déambulant dans le hall de l'hôtel, son bras possédant sa taille d'un geste habituel, scellant ainsi l'inévitable. Notre mariage était irrémédiablement brisé. J'en avais fini avec les excuses et les larmes. Je refusais d'écouter d'autres justifications ou d'affronter de vaines supplications. Mon avocat finalisait les papiers de divorce, tandis que Caleb mettait en œuvre la dernière phase de notre opération. À 10 heures précises de ce lundi décisif, l'huissier délivra les documents à Vanessa, à Martin Harris et même au PDG de Thomson Thompson. Mon téléphone vibra sans relâche pendant que je fixais, impassible, la vidéo de 40 minutes qui scellait la fin de tout espoir. Chaque seconde, chaque sourire coupable, chaque éclat de rire partagé confirmait que l'illusion était définitivement rompue. Notre mariage était terminé. Alors que le silence s'abattait après la vidéo, j'ai levé les yeux vers Tiffany, d'une voix brisée demandant « Combien de temps dois-je porter ce fardeau ?» Elle secoua la tête, m'offrit une étreinte silencieuse, et sans un mot de plus, alla préparer le dîner. Brandon, fort de sa carrière juridique, et Tiffany, avec son esprit d'enseignante scientifique, m'assirent alors au centre de longues discussions stratégiques. Ensemble, nous élaborâmes le plan ultime. Démanteler le réseau de complices au sein du bureau de Vanessa en le scindant en 2 groupes, la direction et environ 10 collaborateurs serrés, et exposer chacun d'eux aux retombées de leur trahison, tout en minimisant les coûts personnels.
Caleb installerait discrètement des caméras de surveillance dans les bureaux de la direction et dans le groupe ciblé, tandis que les passages dans le hall seraient également enregistrés. Lorsque le moment serait venu de déposer le dossier en divorce, chaque preuve rassemblerait le témoignage accablant de leur adultère. Je repassais chaque moment, chaque regard, me demandant si j'avais manqué un signe évident. Vanessa était toujours là, présente et encourageante quand je parlais de mon travail, sans jamais laisser transparaître ses secrets. Pouvait-elle vraiment mener une double vie sans montrer le moindre remords? Je repensais à ce commentaire maladroit sur « l'épouse » qui semblait désormais trahir une connaissance intime de ses actions. Je ne pouvais imaginer qu'une personne puisse tromper ainsi sans se briser sous le poids d'une culpabilité écrasante. Puis la pensée glaciale me traversa. En m'éloignant momentanément, n'avais-je pas, sans le vouloir, permis à Vanessa et à son mari de travail d'utiliser notre foyer comme refuge secret? La colère monta en moi, mais je compris vite que m'attarder sur ce détail serait vain. Au final, quoi qu'il arrive, j'avais tranché. Je divorcerai, peu importe les révélations qui viendraient s'ajouter. C'est ainsi que ce dimanche soir, je repris la route prêt à reconquérir ce qui m'appartenait. Nous avions réduit au strict nécessaire le nombre de séjours à l'hôtel, filmant exclusivement les rencontres de Vanessa et de M. Harris pour économiser au maximum. Mais au fond de moi, il ne fallait rien de moins qu'une preuve incontestable qui bannirait tout doute. Et en seulement 2 longues semaines, cette preuve fut obtenue. Je vous remercie d'avoir suivi ce récit poignant sur notre chaîne. Si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires. Chaque geste de soutien nous permet de continuer à dévoiler ces vérités, ensemble, dans la lumière de la transparence. Aujourd'hui, alors que mon avocat peaufine les derniers détails du divorce et que Caleb clôture les opérations de surveillance, je me retrouve enfin face à mon destin. À 10 heures précises, l'huissier a remis les papiers à Vanessa, à Martin Harris et même au PDG de Thomson Thompson. Mon téléphone, inondé de messages, resta silencieux face à la gravité du moment. Oh, c'était Martin Harris. Une affaire de boulot. Demain, on doit se rendre au bureau. On va sûrement avoir des soirées tardives, expliqua-t-elle prestement, comme pour balayer toute ambiguïté. Mon esprit revint sans cesse à cet étrange commentaire de Noël. Une petite urgence de compte. Oserais-je dire, ça ressemble à une de ces urgences de compte. Vanessa éclata d'un rire léger. Je ne dirais pas urgence. C'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser filer. Chaque enveloppe livrée par les agents de Caleb, contenant photographies, vidéos et rapports détaillés, témoignait de la rigueur implacable de notre action. Les enveloppes, scellées par une note acerbe, dans un esprit de transparence, remerciaient Vanessa Vaughn de nous avoir ouvert les yeux, dévoilaient l'ampleur du scandale. Rapidement, Thomson Thompson s'écroula sous le poids de la vérité, emporté par une série de plus de 20 actions judiciaires qui balayaient le bureau comme une tempête. Les demandes de divorce se répandirent, consumant même ceux dont les unions n'avaient pas été directement entachées. Le moindre murmure de trahison suffisait à démolir des réputations, et les tentatives désespérées de la direction pour renvoyer les coupables mirent en lumière leur propre corruption. Les innocents s'enfuirent pour préserver leur dignité. Les médias se ruèrent sur le scandale. En moins de 2 semaines, un exposé fracassant retraça l'effondrement complet de l'entreprise et l'expression « conjoint de travail » devint l'emblème d'une infidélité généralisée. Qui dans ce dédale de tromperie aurait pu imaginer la portée de ce mot? L'activité de l'entreprise s'arrêta et en l'espace de 2 mois, Thomson Thompson ferma ses portes pour de bon. Presque un an plus tard, je me retrouvais face à Vanessa dans le bureau de mon avocat, ses yeux inondés de larmes alors qu'elle tentait en vain de présenter des remords. Des semaines durant, j'avais été assailli de suppliques, de dénis, d'excuses et de bribes de compromis. Maintenant, elle devait affronter l'inévitable. Elle évoqua le stress impitoyable du secteur financier comme excuse, mais je ne pouvais comprendre en quoi cela aurait pu légitimer sa trahison. Dans un ultime coup de théâtre, elle tenta de me rejeter la faute, prétextant que mon manque de communication l'avait poussée à commettre l'adultère. C'était absurde. Aucun conjoint ne doit être rappelé à l'ordre pour rester fidèle. Le concept même d'un mari de travail acceptable était inenvisageable. Même par la suite, l'énigme de l'infidélité de Vanessa demeura. Elle ne lança d'explications que des justifications vagues et des excuses évasives, sans jamais offrir de véritable lumière sur son comportement. La femme que j'avais aimée,
pleine d'espoir et de sincérité, avait disparu, remplacée par une étrangère qui semblait s'accrocher à l'idée que ce que l'on ne sait pas ne peut me nuire. Caleb révéla plus tard que leur rencontre se limitait strictement au déjeuner du mercredi, sans jamais empiéter sur mes rares week-ends, comme si elle appliquait un étrange code de infidélité éthique. Pour Caleb, c'était presque un rituel de cohésion déformé, mais pour moi, c'était l'ultime trahison. Il ne me restait qu'une option, rester à démêler cette toile de mensonges pour le reste de ma vie, ou fermer ce chapitre une bonne fois pour toutes. J'ai choisi de partir. Ma bataille juridique se solda par une victoire. Malgré que les caisses de Thomson Thompson se soient vidées et que Martin Harris fut laissé financièrement ruiné. L'ironie de la situation n'échappait pas. J'avais fait tomber la compagnie et ruiné Harris, les laissant incapables de combler les sommes que je réclamais. Vanessa, désormais au chômage, chercha à obtenir une pension alimentaire, mais mon avocat fit valoir que son chômage résultait de sa propre infidélité et sa demande fut rejetée. Pire, même certaines épouses trahies se retournaient contre moi, me considérant comme le détonateur qui les avait forcées à confronter une vérité amère. Dans une ville vaste comme la nôtre, je n'avais besoin d'aucun pardon. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce récit sur notre chaîne. Si mon histoire vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à exposer ces vérités ensemble. C'est ainsi que, face à l'avalanche de preuves et aux conséquences irréversibles de la trahison, j'ai déclenché une campagne de déconstruction totale du réseau de complicité dans le bureau de Vanessa. Chaque élément, chaque réunion clandestine enregistrée, chaque rencontre hebdomadaire dans cet hôtel en face, fut rassemblée pour montrer la vérité au grand jour. Mon cœur se serra de déception. On a tous travaillé d'arrache-pied cette année. J'espérais qu'on pourrait prendre le temps de profiter ensemble. « Chérie, ne sois pas fâchée », me supplia-t-elle d'une voix douce. « Ce genre d'opportunité, c'est rare. Il faut la saisir avant qu'elle ne disparaisse. Je te le promets, je me rattraperai. » Ces mots semblaient logiques en surface, mais quelque chose en moi, une rancœur sourde, ne cessait de ronger mes doutes. Ce commentaire sur l'épouse, j'ai fini par me réfugier encore davantage dans mon travail, inventant des urgences pour fuir la maison devenue un mausolée de souvenirs douloureux. Je partais à Wallops le jeudi, passais le vendredi chez Brandon et Tiffany, et retrouvais refuge dans un hôtel le lundi, incapable de supporter le silence pesant de notre foyer. Vanessa, de son côté, continuait ses déjeuners prolongés avec son mari de travail, chaque rencontre ne faisant qu'allonger la distance entre nous. Il devint clair que l'infidélité à son bureau n'était pas un cas isolé, mais un phénomène systémique. De nombreux cadres supérieurs étaient impliqués dans des affaires qui obscurcissaient leur jugement, et en revoyant inlassablement les enregistrements, je constatais la vérité la plus cruelle. Mon existence était réduite à néant dans leur quotidien. Le symbole douloureux de ces alliances, porté avec un dédain extrême durant chacune de ces tranches de vie adultères, était le reflet de la rupture de nos vœux sacrés. J'étais invisible. Même quand un semblant de tendresse s'exprimait entre elle et Martin, rien n'était aussi authentique que l'amour véritable. La vision finale, cette image d'elle et de son amant déambulant ensemble dans le hall de l'hôtel, scellant ainsi le destin de notre union, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'avais atteint le point de non-retour. Je refusais désormais d'endurer plus longtemps la douleur, de me laisser sombrer dans des litanies d'excuses et de regrets. Avec mes papiers de divorce en main et Caleb finalisant la dernière opération de surveillance, j'étais prêt à faire payer à chaque complice le prix de cette trahison. À 10 heures précises d'un lundi fatidique, l'huissier remplit sa mission et en ce moment solennel, mon téléphone vibra, indifférent aux réactions extérieures. La vidéo, ces 40 minutes d'une douleur incommensurable, confirmait l'inévitable. Ma femme, celle qui était autrefois l'étoile de mon univers, était en train de disparaître sous mes yeux. Chaque seconde, chaque sourire coupable, chaque éclat de rire partagé avec Martin brisait définitivement l'illusion d'un passé révolu. Ainsi, alors que le silence retombait après ce visionnage funeste, j'invoquais une fois de plus votre soutien. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire sur notre chaîne. Si mon récit vous parle d'une quelconque manière, abonnez-vous, likez et partagez vos impressions dans les commentaires. Ce soutien, précieux et vital, alimente notre communauté et nous aide à affronter la corruption et la trahison dans ce monde moderne.
En fin de compte, alors que la dernière phase de la collecte des preuves se conclut et que mon avocat s'apprête à déposer officiellement le divorce, je réalise que j'ai non seulement mis fin à mon mariage, mais également déclenché une véritable révolution contre la culture toxique de Thomson Thompson. Chaque enveloppe distribuée, chaque pièce du puzzle capturée par Caleb résonne comme un cri de révolte contre le mensonge et la duplicité. Dans les semaines qui suivirent, des actions en justice se succédèrent, des divorces éclatèrent comme une traînée de poudre, et le scandale prit des proportions insoupçonnées. Les médias s'emparèrent de l'affaire, et bientôt, l'expression « conjoint de travail » devint le sombre symbole de cette infidélité endémique. Presque un an après, je me retrouvais face à Vanessa dans le bureau de mon avocat, les larmes ruisselant sur son visage, alors qu'elle, à contre-cœur, tenta une dernière fois de présenter des excuses. Elle blâmait alors l'impitoyable univers de la haute finance, comme si le stress pouvait justifier l'injustifiable. Mais pour moi, aucun argument ne pouvait excuser la trahison. Dans un ultime élan, elle tenta même de transférer la faute sur moi, affirmant que mon incapacité à communiquer avait été le catalyseur de son adultère. C'était absurde. Nul conjoint ne devrait être privé du juste rappel de l'importance de la fidélité. L'infidélité de Vanessa demeura une énigme insondable, une succession d'excuses superficielles, d'explications évasives, sans jamais offrir de réponse authentique. Taquinai-je. J'étais persuadé d'être ta seule et unique. Combien d'épouses as-tu au juste? Voulus-je détendre l'atmosphère. Un tremblement de surprise traversa son regard, vite masqué par un sourire de façade. Juste toi, mon idiot. C'est une blague de bureau. On plaisante, vu qu'on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos partenaires à la maison. Son rire résonna dans la pièce, mais je ne pouvais ignorer la légère agitation de ses mains. La femme que j'avais aimée, si sincère et si pleine d'avenir, avait disparu, noyée sous un flot de mensonges et de trahisons. Ses actes se résumaient à cette devise glaçante. Ce que l'on ignore ne peut me nuire. Caleb révéla plus tard que leur rencontre se cantonnait au déjeuner du mercredi. Aucun rendez-vous ne venait interrompre mes rares week-ends de solitude, comme si elle respectait un code tordu d'infidélité éthique. Pour lui, c'était un rituel anormal, mais pour moi, c'était la preuve ultime d'une trahison inexcusable. Finalement, j'ai choisi de tourner la page. J'ai remporté mes batailles judiciaires, même si Thomson Thompson se vida de ses ressources et que Martin Harris fut financièrement anéanti. L'ironie n'échappait pas. En punissant l'entreprise et son complice, j'avais aussi condamné ceux qui avaient osé briser leur serment. Vanessa, désormais sans emploi, chercha à obtenir une pension alimentaire. Mais mon avocat fit valoir que sa propre infidélité était la cause de sa ruine, et sa demande fut rejetée. Quant aux épouses trompées, au lieu d'accabler les véritables coupables, elles m'accablèrent, me considérant comme le déclencheur de leur douloureuse prise de conscience. Dans une ville aussi immense, je n'avais besoin ni de pardon, ni de rémission. Merci d'avoir suivi ce récit douloureux sur notre chaîne. Si vous ressentez de l'empathie pour mon histoire, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez vos commentaires. Votre soutien est essentiel et nous permet de continuer à dévoiler la vérité sans phare ni artifice. Ainsi, alors que le processus se poursuit et que chaque enveloppe livrée expose impitoyablement la trahison, je me tiens prêt à affronter l'avenir. Tandis que mon avocat finalise les derniers documents et que Caleb clôture notre opération de surveillance, je sais que j'ai brisé non seulement mon mariage, mais aussi le monde de duplicité qui l'entourait. Les enveloppes, remplies de preuves accablantes, circulent désormais, obligeant chaque personne impliquée à faire face aux conséquences de ses actes. La vague de divorce se répandit comme une traînée de poudre, menant à l'effondrement complet de Thomson Thompson sous le poids de ses mensonges. Aujourd'hui, je me tiens ici, parmi les décombres de ce passé douloureux, prêt à reconstruire ma vie, à panser mes plaies et à avancer vers un avenir où la vérité et l'honnêteté auront enfin leur place. Mon histoire est celle d'un homme brisé, mais qui, grâce à sa détermination, se relève pour exiger justice. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien me donne la force de continuer ce combat pour la vérité et la justice, et aide chacun d'entre nous à se reconstruire, morceau par morceau. Je te promets, j'irai simplement mettre les choses en route demain pour quelques heures, et ensuite, on passera toute la soirée ensemble, ajouta-t-elle,
son sourire trahissant une tension sous-jacente. Ce vendredi s'évanouit dans un mutisme lourd, et fidèle à sa promesse, Vanessa partit travailler le samedi matin. Elle s'habilla comme pour une journée ordinaire. Pourtant, notre hypothétique moment à deux ne débuta réellement qu'après 19 heures ce soir-là. Ne vous méprenez pas. J'ai le plus grand respect pour le travail acharné et le respect des délais. Mais ce qui me tourmentait, ce n'était pas la quantité d'heures passées au bureau, c'était la subtilité du secret qui venait envahir notre mariage. Je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il se passait bien plus dans le travail de Vanessa qu'elle ne voulait bien l'admettre. Ce soir-là, en l'attendant, une prise de conscience douloureuse me frappa de plein fouet. Contrairement à moi, qui égayais mes récits de petites anecdotes professionnelles, Vanessa se réservait toujours le silence sur les détails de sa journée. Jamais je ne me rappelais l'avoir entendue évoquer le moindre événement réel de son bureau. Ce fut alors que je compris qu'elle avait érigé un mur infranchissable entre sa vie professionnelle et notre foyer, une barrière invisible que je n'avais jamais su voir venir. Lorsque, enfin, elle franchit le seuil de notre domicile ce soir-là, elle ne prit même pas le temps de m'accueillir chaleureusement. Elle se précipita droit sous la douche. Pendant ce temps, je me tournais vers les steaks qui grésillaient sur le grill, perdu dans mes pensées, hanté par ce commentaire irrévérencieux sur l'épouse. Même s'il avait été lancé sur le coup de la plaisanterie, il résonnait comme un coup de semonce, une brise glaciale qui s'insinuait dans mon esprit. 2 phrases de cette soirée fatidique, mari de travail et traverser la rue, ne cessaient de tourner en boucle dans ma tête. Était-ce de simples plaisanteries de bureau, ou bien y avait-il, caché derrière ces mots, une signification littérale? Connaissant l'agencement du bureau de Vanessa, juste en face se dressaient 2 imposants bâtiments, un grand centre médical et l'hôtel Marriott. Une multitude de possibilités se mêlaient à une vive angoisse. Je me rappelais que, lors de la soirée de Noël, plusieurs de ses collègues semblaient connaître l'agencement de l'hôtel sur le bout des doigts, presque de façon inquiétante. Mon esprit rationnel voulait l'expliquer par des déjeuners d'affaires ou des rendez-vous avec des clients. Mais mon imagination prenait rapidement des allures plus sombres. Cherchant à éclaircir le mystère au milieu de mes longues journées en laboratoire, un lundi, j'ai décidé de déjeuner seul dans ma voiture. Depuis mon stationnement, j'avais une vue dégagée sur la rue qui séparait le bureau de Vanessa du Marriott. À 10h45, juste avant le déjeuner, j'aperçus plusieurs couples déambulants disparaissant dans les profondeurs de l'hôtel. Une trentaine de minutes plus tard, ces mêmes couples, toujours en binôme, jamais en groupe, regagnaient leur bureau. Vanessa ne faisait pas partie de ce défilé, et cette scène accentua encore mon malaise. Le mardi, le schéma se répéta. Des couples différents, mais les mêmes comportements suspects. Submergé par l'impulsion d'observer de plus près le hall de l'hôtel, j'ai hésité, craignant d'être surpris, surtout par Vanessa. Dans l'après-midi, poussé par un mélange de désespoir et d'angoisse, je pris une décision insoupçonnée. J'engageai un détective privé. Il s'appelait Caleb Donovan, et je lui racontai tout. Les visions étranges, les soupçons grandissants, et je lui remis même une photo de Vanessa, la voix tremblante sous le poids du doute. Sa réponse, aussi sobre que glaçante, fut « Ne t'attarde pas sur ces pensées. Reprends ta routine, et s'il y a quelque chose, il se révélera en temps voulu. » J'acceptai à contre-cœur en murmurant « J'espère avoir tort », alors que, au fond, je sentais l'inévitable. Jeudi matin, mes pires craintes se concrétisèrent. Assis dans le bureau modeste de Caleb, il déploya devant moi la vérité dévastatrice que j'avais tant redoutée. Mercredi, à exactement 11h45, ma femme entra dans le Marriott, drapée de Martin Harris, comme s'il en était le propriétaire. Ils s'arrêtèrent brièvement à la réception pour récupérer une clé de chambre avant de disparaître au 4e étage. Ils ne réapparurent qu'à 12h40. Caleb, l'œil du faucon, avait discrètement échangé quelques mots avec une réceptionniste et découvert l'horrible réalité. Vanessa et son soi-disant mari de travail fréquentaient cet hôtel de façon régulière. Leur rendez-vous secret coûtait à peine $300 d'acompte, lui expliqua-t-il, tout en m'avertissant qu'obtenir une preuve irréfutable nécessiterait un investissement encore plus conséquent. Malgré le déluge d'autoreproches et de tourments intérieurs qui montaient en moi pour avoir nourri ces soupçons, je savais qu'il me fallait des preuves indiscutables, quoi qu'en coûte. Caleb me proposa alors un plan. Grâce à la coopération d'une réceptionniste
et à des réservations minutieusement synchronisées, il déterminerait précisément quelle chambre était utilisée lors de la prochaine visite de Vanessa et de son complice. Il comptait louer les chambres contiguës et mettre en place une surveillance vidéo discrète. Ce fut une entreprise onéreuse, pots de vin, frais supplémentaires, toute la panoplie, mais j'étais prêt à débourser sans compter pour exposer la vérité. Les 7 derniers jours avaient été un véritable supplice. Je commençais à prendre mes distances avec Vanessa, son comportement énervé finissant par la faire réagir. Lorsqu'elle m'interrogea, je balbutiai quelques excuses bancales évoquant le travail. Au fond, je doutais même qu'elle y croie. Même lorsqu'elle cherchait à retrouver notre intimité, je jouais le jeu, me persuadant que j'avais surestimé les signes ou que j'avais vu des ombres là où il n'y en avait rien. Mais à chaque rapprochement, mon cœur se remplissait de colère et de tristesse, comme si notre mariage se mourait à petit feu. Puis arriva l'appel tant redouté. Caleb avait sécurisé la chambre pour le mercredi suivant, de matin jusqu'au soir. Le jeudi, je me retrouvais à nouveau dans son bureau, les mains tremblantes devant des preuves qui allaient me briser définitivement mon univers. Une vidéo de 40 minutes, aussi atroce qu'inéluctable, se déroula devant moi, chaque image enfonçant un poignard métaphorique dans les plaies déjà béantes de mon cœur. Là, à l'écran, se trouvait ma femme, celle qui avait jadis été le centre de mon existence, en pleine étreinte passionnée avec Martin Harris. Dans un moment de chaos absolu, une vieille plaisanterie grinçante sur le mari surpris au lit, arme à la main, aurait pu me faire rire. Mais il n'y avait aucune dérision à trouver dans cette réalité écrasante. Je refusais de sombrer dans l'abîme de la douleur. Ils devraient tous répondre de leur trahison, et moi, j'allais trouver la force de tourner la page. Même alors, je sus qu'un éloignement était nécessaire. Vivre sous le même toit que Vanessa me semblait insupportable, alors je pris le reste de la semaine, prétextant un voyage à Wallops, et après avoir empilé quelques affaires dans un sac à la hâte, je laissai derrière moi un simple mot avant de prendre la route, m'éloignant de l'épave de notre mariage. Heureusement, j'avais un vieil ami, Brandon, qui habitait à environ 1 heure de Baltimore. Il m'accueillit à bras ouverts pour le week-end, offrant à mon âme meurtrie le réconfort qu'elle réclamait désespérément. En quittant la ville, mon esprit était tourmenté par 1000 interrogations sur la femme que je croyais connaître si bien. Avait-elle appris, au fil du temps, à compartimenter ses 2 vies à tel point qu'elle pouvait se convaincre d'avoir 2 maris, l'un sous notre toit et l'autre en face de la rue? Une certitude s'imposa douloureusement. Vanessa avait confondu confiance et naïveté. Quant à moi, je n'étais rien de naïf. Trahir un mari qu'il avait aimé sans jamais douter n'était pas une mince affaire. Mais le temps de la confiance aveugle était révolu. Notre mariage était en ruine, le glas d'une cérémonie funèbre annoncée depuis longtemps. Je vous livre aujourd'hui ce récit sur notre chaîne par souci de transparence. Et j'espère que vous vous joindrez à moi en vous abonnant, en aimant et en laissant un commentaire si cette histoire vous touche. Chaque réaction compte, et votre soutien mérite d'être reconnu. Après cet épisode tumultueux, je cherchais refuge auprès de vieux amis d'enfance, ceux qui vous connaissaient vraiment et qui n'étaient pas dupes des apparences. Brandon vit aussitôt la détresse gravée sur mon visage. Lorsque je lui dévoilai enfin l'horreur qui m'avait déchiré l'âme, sa colère reflétait la mienne, bien que ce fût surtout sa femme, Tiffany, qui me pressa de tempérer ma fureur par un sang-froid salutaire. « Regarde au-delà de ta rage », me murmura-t-elle doucement. Parfois, le regard d'une femme perce les dynamiques sociales que nous ignorons. Tandis que ma vengeance visait directement Vanessa et son complice, Tiffany entrevoyait un problème plus vaste, un réseau de comportements inappropriés au travail qui dépassait le cadre de mon douloureux chagrin. Pour elle, les hommes sont parfois de vulgaires porcs, et c'est à nous de les remettre à leur place. Brandon, pragmatique avocat, acquiesça. Mais je n'étais pas en quête de sagesse. Je voulais la justice. Je divorce de cette femme traîtresse, déclarai-je d'un ton glacial et inflexible. Elle m'a trahi, et ce n'est certainement pas sa première infidélité. Je souhaite que Martin Harris et tous les infidèles de ce bureau regrettent le jour où ils ont brisé leur serment. Tiffany soupira, me suppliant. Sois certain d'être prêt aux conséquences. Parfois, le remords surgit quand on s'y attend le moins. Réfléchis bien. Est-ce que tu veux vraiment tout perdre? Ces paroles se perdirent dans le vacarme de mes pensées, tandis que je récupérais les preuves accablantes. Et ensemble, nous visionnâmes la vidéo. Pour 40 minutes d'agonie,
j'ai observé ma femme se soumettre à Martin Harris. Elle souriait, riait même, et à chaque éclat de rire, mon monde se désagrégeait peu à peu. Lorsque l'écran s'éteignit, un silence lourd s'installa. Je me tournai vers Tiffany, cherchant une once de conseil. Combien de temps dois-je laisser cette douleur mijoter avant d'agir? Suppliai-je. Elle secoua tristement la tête, m'offrit une étreinte silencieuse, puis se mit à préparer le dîner sans un mot. Brandon, ce solide pilier de la justice, m'appuya avec pragmatisme. Sa femme Tiffany, une enseignante scientifique à l'esprit vif, se joignit à nos longues discussions stratégiques ce week-end-là. Je détaillai alors à Caleb mon plan. Il nous faudrait du temps, de l'argent et une détermination sans faille, mais c'était faisable. Nous concentrerions notre attention sur le bureau de Vanessa, le divisant en deux camps. La direction et ses proches collaborateurs, une dizaine d'individus, avec leurs conjoints impliqués dans cette mascarade. Mon objectif n'était pas seulement de les punir individuellement, mais de démanteler toute la structure toxique qui soutenait cette guerre de duplicité. Les quelques employés restants semblaient destinés à subir indirectement les répercussions, tandis que Caleb se chargerait d'installer des caméras dissimulées dans les bureaux de la direction et des complices retenus, les autres étant filmés dans le hall. Lorsque le moment viendrait de déposer le dossier de divorce, j'exposerai chaque preuve afin que chaque conjoint adultère paie pour le serment brisé. Ce week-end éprouvant me fit douter constamment. Aurais-je manqué des signes précurseurs? N'y avait-il pas eu des indices tout au long du temps? Pourtant, Vanessa restait toujours présente, attentionnée lorsque je parlais du travail, sans jamais dévoiler les secrets de son quotidien différent. Pouvait-elle réellement mener une double vie sans le moindre remords? Je me rappelais sa réaction nerveuse à propos de ce commentaire maladroit sur l'épouse, un signe révélateur qu'elle savait parfaitement où s'arrêtait la frontière. Je ne pouvais imaginer qu'une personne puisse vivre dans une telle duplicité sans s'effondrer sous le poids de la culpabilité. Puis vint une pensée glaçante. En quittant la maison quelques instants, ne lui avais-je pas offert, sans le vouloir, la possibilité d'utiliser notre foyer comme repère secret? La colère monta en moi, mais je compris vite que m'attarder sur ce point ne changerait rien. Finalement, malgré tout, j'avais pris ma décision. Quoi qu'il advienne, je divorce. Ce dimanche soir, le cœur serré, je me mis en route vers la maison. Pour réduire les coûts, nous avions choisi de ne filmer que les rencontres de Vanessa avec M. Harris, limitant les locations de chambres au strict nécessaire. Pourtant, en moi, l'exigence demeurait d'avoir des preuves indiscutables, une archive irréfutable qui ne laisse place à aucun déni. En 2 longues semaines, cette preuve fut obtenue, martelant chaque minute l'infamie de cet adultère qui m'avait consumé. Certains diront qu'un seul écart aurait dû suffire pour manutentionner la vengeance, et peut-être aurait-il raison. Mais mon désir de justice dépassait largement Vanessa et Martin Harris. Je voulais exposer tous ceux qui, dans ce bureau, avaient fermé les yeux sur l'infidélité. Il fallait démêler cette toile mensongère, ce réseau complice, et le rompre une bonne fois pour toutes. Pour fuir le vide étouffant de notre maison, devenu sanctuaire de souvenirs douloureux, je m'enfermais dans le travail, restant tard presque chaque soir. J'inventais des urgences de dernière minute pour justifier des voyages à Wallops le jeudi, alors qu'en réalité je cherchais à m'évader dans un hôtel près de mon lieu de travail. Le vendredi, je retrouvais refuge chez Brandon et Tiffany. Le lundi, je rechassais le même hôtel, incapable de supporter le silence de notre foyer déserté. Vanessa, quant à elle, se plaignait de se sentir délaissée, et notre relation se glaçait à chaque dîner silencieux, chaque conversation où se mélangeaient accusations tacites et froideur. J'avais même fini par déménager dans la chambre d'amis, prenant systématiquement la fuite chaque matin pour créer un fossé entre nous. Peut-être percevait-elle cette distance, ou peut-être se contentait-elle de mes excuses maigres. Quoi qu'il en soit, rien n'empêchait ses rendez-vous habituels du mercredi avec son mari de travail. Bien au contraire, ses déjeuners semblaient s'allonger inexorablement, et chaque semaine les secrets se faisaient plus lourds. Très vite, il devint évident que l'infidélité n'était pas l'exception chez Vanessa. Elle était devenue la norme parmi ses collègues. Nombre d'entre eux, surtout ceux occupant des postes de haute direction, se retrouvaient enlacés dans des liaisons extra-conjugales. La pourriture semblait provenir du sommet. Après avoir scruté inlassablement les vidéos, une vérité douloureuse s'imposa. Je n'étais jamais évoqué. Personne ne parlait de moi, comme si j'étais un fantôme invisible.
Le pire, c'était de la voir arborer fièrement ses alliances lors de ses rencontres illicites, symbole de son indifférence cruelle à nos engagements. J'étais devenu invisible, relégué au rôle de spectateur impuissant. Même les rares instants de tendresse échangés entre elle et Martin demeuraient superficiels, sans l'essence même d'un amour sincère. Et quand je les vis, déambulant nonchalamment dans le hall de l'hôtel, lui passer le bras autour de sa taille comme une marque de possession, j'eus la certitude irrévocable. Notre mariage était bel et bien terminé. Il n'y aurait plus d'excuses, plus de faux semblants ou de litanies vaines. Ma décision était définitive. Je ne désirais plus entendre d'excuses ni contempler des larmes de repentir. L'idée que ce ne fut qu'un moment de faiblesse me répugnait. Plusieurs rencontres avaient balayé toute illusion de fidélité. Tandis que mon avocat finalisait les papiers de divorce, Caleb poursuivait sa mission dans l'ombre. À exactement 10 heures d'un lundi fatidique, un huissier de justice fit irruption dans les bureaux de Thompson Thompson avec une précision chirurgicale. Il remit les documents de divorce à Vanessa et Martin Harris, assis à leur bureau, avant de se rendre dans le bureau du PDG pour signifier la société en personne. L'ironie était amère. Daniel Mercer, le PDG, complice d'un système d'infidélité auquel je voulais mettre fin, se trouvait lui-même pris dans les mailles de sa propre duplicité. À 10h20, mon téléphone explosa de notifications que je mis de côté sans y prêter, elle, moindre attention. Parallèlement, 5 agents de Caleb se dispersèrent dans toute la ville, distribuant des enveloppes Manila à presque toutes les épouses des employés de la firme. Certaines contenaient des photographies, d'autres des vidéos, chacune accompagnée d'un rapport détaillé, documents servant de levier pour leur propre procédure de divorce. L'enveloppe destinée à l'épouse de Martin Harris était particulièrement fournie, emplie de preuves capables de démolir toute illusion. Pour beaucoup, une simple lettre fut une sonnette d'alarme, révélant l'étendue de la trahison à Thompson Thompson, les incitant à confronter leur propre partenaire. Chaque enveloppe se concluait par une note acérée. Dans l'esprit de la transparence, remercier Vanessa Vaughn de nous avoir éclairés. Je ne pouvais m'empêcher de m'interroger. Combien d'alliés ma femme infidèle avait-elle laissé derrière elle, à l'aube du mardi? Dans le tumulte qui suivit, Thompson Thompson s'effondra sans retour. Le recours en justice que j'avais engagé déclencha une série d'actions juridiques, plus de 20 en tout, qui se répandirent tel un incendie dans ce bureau gangrené. Les dossiers de divorce se multiplièrent, engloutissant même ceux dont les couples n'avaient pas été directement exposés. Un simple murmure de scandale suffisait à semer le doute et à anéantir les réputations. Les tentatives désespérées de la direction pour renvoyer ceux qui étaient impliqués ne firent que dévoiler leur propre corruption, et les noms prétendument innocents furent rapidement effacés, leurs propriétaires s'enfuyant pour sauver leur peau. Les médias se précipitèrent sur l'affaire avec une voracité implacable, et en moins de 2 semaines, un reportage explosif retraçant l'effondrement total de l'entreprise fit le tour du monde. Le terme conjoint de travail inonda les manchettes, et je ne pouvais m'empêcher de me demander qui, de tous ces maris aveugles, avait inventé cette expression révélatrice d'une infidélité systémique. Les affaires s'arrêtèrent net, et en l'espace de 2 mois, Thompson Thompson ferma définitivement ses portes, laissant le bureau déserté pendant près d'1 an avant de trouver une autre vocation. Puis un jour, je me retrouvais face à face avec Vanessa dans le bureau de mon avocat. Des larmes coulaient sur ses joues, alors qu'elle tentait, enfin, d'exprimer un semblant de remords. Des semaines durant, j'avais été bombardé de messages, suppliques, dénis, excuses, et même de tentatives désespérées de rachat. À présent, elle se trouvait devant moi, forcée de reconnaître l'inacceptable preuve de sa trahison. Elle accusait le climat oppressant du milieu de la finance, comme si cela pouvait justifier son infidélité. Pour ma part, je ne pouvais en aucun cas faire le lien entre l'univers impitoyable de la finance et sa déloyauté. Et dans un ultime retournement, elle chercha à rejeter la faute sur moi, affirmant que mon manque de communication l'avait poussé à tromper. Absurde, un conjoint ne devrait jamais avoir besoin d'être rappelé à l'ordre pour rester fidèle. On ne devrait jamais devoir entendre qu'un mari de travail est acceptable. Même après tout ce tumulte, l'énigme de l'infidélité de Vanessa restait irrésolue. Un enchevêtrement d'excuses minables et de justifications évasives qui n'offraient aucune réponse réelle. La femme que j'aimais jadis, aux yeux pleins d'innocence et à l'ambition sincère,
avait disparu, remplacée par une étrangère qui adoptait la devise « Ce que l'on ne sait pas ne peut pas me nuire ». Caleb révéla plus tard que ses rendez-vous se limitaient au déjeuner du mercredi, jamais pendant mes week-ends d'isolement, comme si elle se conformait à un étrange code d'infidélité éthique. Caleb tenta même de présenter ces rencontres comme un rituel de rapprochement tordu. Mais je ne pouvais accepter son explication, ni justifier la culture toxique qui régnait chez Thompson Thompson. Un lieu où la cohésion d'équipe n'était qu'un prétexte pour des affaires clandestines. Loin de moi l'idée de rationaliser leur comportement. Je ne pouvais me défaire du ressentiment viscéral lié à la désintégration de mon mariage. Au final, il ne me restait qu'un choix. Passer le reste de mes jours à démêler cette toile mensongère, ou tourner la page et m'en aller. J'ai choisi la seconde option. Ma bataille juridique se solda par une victoire, même si les finances de Thompson Thompson se vidèrent et que Martin Harris fut financièrement ruiné par son propre divorce. L'ironie me piquait. J'avais renversé tant la compagnie que Harris, les laissant incapables de régler les sommes que je réclamais. Vanessa, désormais sans emploi, réclamait une pension alimentaire. Mais mon avocat parvint à démontrer avec force que sa situation était le fruit de sa propre trahison. Sa demande fut refusée. Pire encore, de nombreux conjoints trompés, malgré leurs propres tourments, se retournèrent contre moi, me voyant comme le déclencheur qui les avait forcés à affronter une réalité amère. Une conséquence imprévue que je dus accepter. Dans une ville aussi vaste, je n'avais besoin d'aucun pardon. Puis un soir, alors que je me trouvais dans un bar faiblement éclairé, Emma Harris s'approcha de moi. Sa présence était magnétique, ses gestes empreints d'une assurance troublante, alors qu'elle s'installait à mes côtés. « Je divorce de mon mari », déclara-t-elle d'une voix ferme et intense. « Mais je veux plus qu'une vengeance banale. Je veux qu'il ressente toute l'amertume de la trahison. Je veux que tu saches que j'ai couché avec le mari de ta femme infidèle. Veux-tu m'aider ?» Ces mots, suspendus dans l'air, m'ébranlèrent profondément, avant de se poser sur une question finale. « Veux-tu m'aider à le salir, à humilier cet homme qui t'a trompé ?» Dans le silence qui s'ensuivit, après un moment angoissant, j'accordai mon consentement. Une décision que je ne regrette pas, malgré ses conséquences. La famille de Vanessa fut en furie lorsqu'elle apprit le divorce, m'accusant avec véhémence, mais je fis face, sans détour. Je leur présentai la vidéo irréfutable alors qu'ils regardaient. D'abord stupéfaits puis submergés par le chagrin et la honte. Des excuses s'ensuivirent, et bien qu'on m'eût supplié de donner une seconde chance à Vanessa, la rédemption m'était désormais inaccessible. Je ne me souviens plus d'un instant où Vanessa eût supplié le pardon. Mon cœur s'était complètement endurci. Pendant plus d'1 an après le divorce, je revis inlassablement chaque moment douloureux, fasciné par l'amère ironie de ma destinée. Bien que spécialisé dans les technologies de pointe, ce n'est pas l'ingéniosité technologique qui avait dévoilé l'infidélité de Vanessa, mais des méthodes d'une simplicité presque primitive. Une voiture garée, un pot de vin discret à une réceptionniste, une mini-caméra de pacotille. Ces outils rudimentaires me rappelaient cruellement que même la technologie la plus avancée ne peut protéger contre la trahison humaine. Je m'interrogeais souvent, si je n'avais pas surpris cette conversation anodine, aurais-je jamais découvert la vérité? Dès cet instant, les signes ne purent plus être ignorés. Ces regards fuyants, ces contacts accidentels dans la rue, et la nonchalance déconcertante des couples déambulant ensemble, comme si de rien n'était. Comment avaient-ils réussi à rester dans l'ombre pendant si longtemps? Personne ne semblait s'en soucier. Cette révélation me força à contempler la nature même de notre monde moderne. L'infidélité, paraît-il, est plus répandue qu'on ne le pense. Dans mes cercles professionnels, j'avais entendu des hommes se vanter de leur conquête, trouvant leur unique réconfort dans leur propre compagnie. Encore une fois, je me retrouvais exclu, impuissant spectateur des excès débridés de ceux que je considérais autrefois comme mes pères. Parfois, en arpentant la rue, je croise furtivement le regard de Vanessa, dans une boutique ou en marchant sur le trottoir. Nous ne nous adressons pas la parole. Un simple échange de regards suffit à raviver une tristesse insupportable que je détourne aussitôt. Sa présence est la douloureuse réminiscence d'un passé désormais anéanti. Et pourtant, je sens que j'ai franchi un cap. Comme une détonation déclenchant une réaction en chaîne inévitable, j'avais mis en mouvement des événements qui non seulement ont brisé mon mariage, mais ont aussi anéanti la personne que j'étais autrefois. Aujourd'hui, j'erre parmi les décombres, obligé de reconstruire ce qui reste de moi. Avant de clore ce chapitre,
Je tiens à vous remercier, vous qui m'avez écouté avec autant d'attention sur notre chaîne. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien est la lumière dans ces ténèbres, donnant force à notre communauté. Peu après cette semaine éprouvante, alors que mon avocat finalisait minutieusement les papiers de divorce, Caleb prenait le relais pour coordonner le reste de l'opération. À exactement 10 heures d'un lundi mémorable, un huissier entra dans les bureaux de Thompson Thompson avec une précision militaire. Il signala les documents de divorce à Vanessa et Martin Harris directement sur leur bureau, puis se dirigea vers le bureau du PDG pour signifier, lui aussi, la société. En y repensant, l'ironie m'écrase. Le PDG, Daniel Mercer, était profondément immergé dans la même culture de trahison que j'avais juré d'éradiquer. Âgé de 67 ans, avec une épouse bijou à peine âgée de la moitié de lui-même, il cherchait toujours du réconfort dans les bras de sa secrétaire de 45 ans. Qu'est-ce qui le guidait dans cette quête d'évasion? Je ne le saurais jamais. Vers 10h20, mon téléphone se mit à vibrer incessamment, puis je le mis en sourdine, m'efforçant de ne pas perdre de vue l'essentiel. Pendant ce temps, 5 agents de Caleb se dispersèrent à travers la ville, distribuant des enveloppes Manila à presque toutes les épouses des employés de la firme. Certaines enveloppes renfermaient des photographies, d'autres des vidéos, chacune accompagnée d'un rapport détaillé, outil puissant pour leur propre bataille conjugale. L'enveloppe de l'épouse de Martin Harris était particulièrement fournie, éclatant toute illusion restante sur leur mariage. Pour d'autres, une simple lettre fut assez, une alerte brutale dénonçant l'infidélité rampante à Thompson Thompson et les incitant à se confronter à leur réalité. Chaque enveloppe se terminait par cette mention mordante. Dans un esprit de transparence, remerciez Vanessa Vaughn de nous avoir ouvert les yeux. Je ne pouvais m'empêcher de m'interroger. Combien de complices ma femme infidèle avait-elle laissé derrière elle pour le mardi à venir? Dans le sillage de cette tempête juridique, Thompson Thompson s'écroula sans pitié. Mon procès enclencha une série d'actions judiciaires, plus de 20 au total, qui se répandirent dans le bureau tel un ouragan. Les demandes en divorce se multiplièrent, engloutissant même les couples qui n'avaient pas été directement exposés. Le moindre murmure de scandale suffira à semer le doute et à ruiner des réputations. Les tentatives désespérées de la direction pour renvoyer les complices ne firent que révéler leur propre corruption, et ceux qui tenaient à leur réputation s'enfuirent précipitamment pour se sauver. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec une ardeur inouïe, et en moins de 2 semaines, un exposé explosif racontant la chute de la firme fit le tour de la presse. Le terme « conjoint de travail » envahit les titres, et chaque fois, je pensais à cet homme qui, sans jamais voir l'horreur qui se tramait, avait inspiré ce terme si révélateur. Bientôt, l'activité s'arrêta, et en l'espace de 2 mois, Thompson Thompson ferma définitivement ses portes. Le bureau jadis vibrant resta vide pendant près d'1 an avant d'être reconverti. Puis un jour, je me retrouvai face à face avec Vanessa dans le bureau de mon avocat. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle tentait d'exprimer un semblant de remords. Pendant des semaines, j'avais été assailli de messages, suppliques, dénis, excuses et même des tentatives désespérées de rachat. Aujourd'hui, elle se voyait obligée de reconnaître l'ampleur de sa trahison. Elle imputait ses actes à la pression d'un milieu financier impitoyable, comme si cette excuse pouvait tout justifier. Je ne pouvais accepter un lien entre la dureté du monde de la finance et l'infidélité de celle que j'avais aimée. Dans un ultime retournement cruel, elle tenta de rejeter la faute sur moi, affirmant que mon manque de communication l'avait conduite à trahir notre union. Ridicule. Aucun conjoint ne devrait avoir besoin d'être rappelé à l'ordre pour rester fidèle, et surtout pas qu'on lui dise qu'un mari de travail pourrait être tolérable. Même par la suite, l'énigme de l'infidélité de Vanessa demeura irrésolue, une succession d'excuses fades et d'explications évasives qui n'apportaient aucune lumière sur ce mystère douloureux. La femme que j'avais tant aimée, pleine d'ambition et de sincérité, avait disparu, remplacée par une étrangère qui se drapait dans le credo « Ce que l'on ne sait pas ne pourra jamais me nuire ». Caleb me confia plus tard que leur rendez-vous se limitait au déjeuner du mercredi, sans empiéter sur mes week-ends solitaires, comme si elle s'imposait une sorte de code d'infidélité éthique. Caleb tenta même de rationaliser ses escapades, comme des moments de rapprochement tordus. Mais rien de ce qui fut dit ne pouvait justifier la culture malsaine qui régnait au sein de Thompson Thompson,
Un environnement où les activités de cohésion se révélaient être l'excuse parfaite pour des affaires de cœur clandestines. Peu importe combien j'essayais de trouver une logique à leur comportement, je ne pouvais échapper à l'amertume brute de la trahison qui avait détruit mon mariage. Finalement, je me retrouvais face à un choix sans appel. Passer le reste de ma vie à démêler cet enchevêtrement de mensonges ou tout simplement tourner la page et m'éclipser. J'ai choisi de partir. J'ai remporté mes batailles juridiques malgré le fait que les caisses de Thomson Thompson se soient vidées et que Martin Harris fut laissé ruiner, tant financièrement que moralement. L'ironie était cruelle. J'avais provoqué la chute de la compagnie et de Harris, les laissant incapables de faire face aux réparations que je réclamais. Vanessa, désormais sans emploi, tenta de réclamer une pension alimentaire. Mais mon avocat fit valoir avec force que son chômage était la conséquence directe de sa trahison, et sa demande fut rejetée. Pire encore, les épouses trahies, même si elles souffraient elles aussi, portèrent leur colère contre moi, me désignant comme le catalyseur qui leur avait arraché la vérité amère. Je n'avais jamais imaginé une telle issue, mais dans une ville aussi immense, je n'avais besoin d'aucun pardon. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de ce récit douloureux sur notre chaîne. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser vos impressions dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à dévoiler ces vérités, ensemble. Peu après, alors que j'étais englouti dans la solitude et la colère, je pris contact avec Caleb pour mettre au point notre offensive. Nous viserions le bureau de Vanessa en le scindant en deux groupes. La direction et les collaborateurs étroitement liés à elle, soit environ 10 personnes, accompagnées de leurs conjoints de travail. Mon objectif n'était pas simplement de les brûler tous, mais de démanteler entièrement ce réseau de duplicité. Les autres employés ressentiraient les répercussions, mais j'espérais contenir les dégâts financiers. Caleb installa discrètement des caméras dans les bureaux de la direction et dans les espaces du groupe ciblé, tandis que les autres étaient filmés à leur passage dans le hall. Lorsque viendrait le moment de déposer le dossier en divorce, chaque détail adultère serait exposé au grand jour devant le tribunal. Ce week-end-là, accablé par le doute, je m'interrogeais sans cesse si j'avais manqué des signes prémonitoires. Il y avait toujours eu Vanessa, si présente, attentive quand je parlais de mon boulot, sans jamais dévoiler ses propres secrets. Était-il possible qu'elle mène une double vie sans éprouver ne serait-ce qu'un brin de remords? Je repensais à ce commentaire maladroit sur « l'épouse » qui me hantait encore, un indice subtil qu'elle savait exactement où se situait la limite. Je peinais à concevoir qu'un être humain puisse entretenir une telle duplicité sans s'effondrer sous le poids de la culpabilité. Puis, une pensée glaçante me traversa l'esprit. En quittant la ville pour quelques instants, ne lui avais-je pas, par inadvertance, permis d'utiliser notre maison comme repère secret pour ses rendez-vous? La colère monta en moi, mais je compris rapidement que m'apitoyer sur ce détail ne changerait rien. Au final, face aux trahisons supplémentaires, j'avais pris ma décision. Je divorcerais, coûte que coûte. Ce dimanche soir, avec la détermination d'un homme résolu, j'entamais ma route de retour. Pour réduire les frais, nous avions décidé de limiter la surveillance aux rencontres entre Vanessa et M. Harris, ne filmant qu'une seule fois leurs apparitions et en réduisant le nombre de locations de chambres. Pourtant, en mon fort intérieur, rien ne valait une preuve incontestable, irréfutable, qui bannirait à jamais tout doute. Et en l'espace de 2 semaines angoissantes et pénibles, cette preuve fut acquise. Certains prétendront qu'un seul cas d'infidélité devait suffire à entraîner un châtiment suffisant. Et peut-être auraient-ils raison. Mais mon désir de justice était bien plus vaste que de ne punir que Vanessa et Martin Harris. Je souhaitais exposer chaque complice, chaque membre de cet office qui avait fermé les yeux sur la trahison. Démêler ce réseau de fausseté prit du temps. La plupart des conjoints de travail se retrouvaient, par habitude, au même hôtel de l'autre côté de la rue chaque semaine, parfois plus souvent encore. Nous n'attrapâmes pas toute l'étendue des rencontres clandestines, mais le matériel recueilli était largement suffisant. Pour échapper à l'insupportable réalité de notre maison devenue tombeau de souvenirs douloureux, je m'enfermais dans mon travail, restant tard chaque soir pour éviter de faire face au vide. J'inventais des urgences de dernière minute pour justifier mes escapades vers Wallops, prétendant devoir être présent là-bas le jeudi, alors qu'en réalité, je cherchais refuge dans un hôtel proche de mon travail.